Avant de nous plonger dans cette histoire macabre et surprenante, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à participer à cette enquête. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucun rebondissement dans ces histoires vraies, terrifiantes. Le château Saint-Laurent se dressait dans la brume froide du nord de la France, telle une ombre immobile, cernée par d'épaisses forêts qui semblaient absorber le moindre bruit. Son architecture gothique, avec ses tours pointues et ses fenêtres étroites, lui conférait une allure de veille éternelle, comme si chaque pierre gardait des secrets que nul n'osait dévoiler. De l'extérieur, il ressemblait à un monument historique. À l'intérieur, c'était un labyrinthe de couloirs silencieux, d'escaliers grinçants et de salles imprégnées d'odeurs de moisis et de bougies brûlées depuis des siècles. Henri Duval, historien passionné par les mystères du Moyen-Âge, avait été invité à cataloguer les archives et les objets rares qui subsistaient au château, désormais partiellement abandonnés par les descendants de la famille Saint-Laurent. Il arriva par un matin pluvieux d'octobre, muni seulement d'une valise en cuir, de lanternes et d'un vieil appareil photo. Son intérêt n'était pas purement académique. Les rumeurs de rituels occultes et de disparitions mystérieuses au XVIIIe siècle l'avaient fasciné. Il ne croyait pas aux fantômes, mais aux schémas, aux archives et aux documents susceptibles de révéler la vérité cachée. En traversant la cour principale, Henri remarqua le contraste entre l'imposante stature du château et son état de délabrement manifeste. Pierres brisées, lianes enlaçant les tours comme des griffes, portes grinçant sous le poids de l'humidité. L'atmosphère semblait consciente de sa présence, l'observant dans un silence pesant. Il ajusta son chapeau et ouvrit le grand portail de bois, un craquement sec résonnant dans le hall d'entrée, comme si le lieu respirait lentement. Dans la première pièce, de vieux portraits ornaient les murs, montrant des visages figés et des yeux sévères qui semblaient le suivre du regard. Chaque tableau dégageait une aura d'autorité, mais aussi une étrange méfiance, comme si les ancêtres de la famille Saint-Laurent gardaient des secrets qu'il ne fallait jamais découvrir. Un frisson parcourut l'échine d'Henri, mais il se souvint que son travail était scientifique. Rien de surnaturel ne devait influencer ses conclusions. Pourtant, le mystère imprégnait chaque détail, des symboles gravés sur les cadres, des bougies éteintes aux traces de cire noire encore visibles et de petites niches dissimulées dans les murs. La première rencontre avec l'hôtesse, la plus récente descendante, Madame Héloïse Saint-Laurent, fut tout aussi déconcertante. Grande, les cheveux noirs et le visage impassible, elle semblait accablée par un secret ancestral. « Le château n'aime pas les visiteurs », dit-elle sans sourire, en tendant à Henri la clé d'un des couloirs les moins fréquentés. Sa voix avait un ton d'avertissement, mais aussi de défi. Henri enregistrait mentalement chaque mot, chaque geste. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas, quelque chose qui planait comme une ombre persistante. En explorant les premiers couloirs, Henri découvrit des inscriptions discrètes, presque effacées par le temps. Des symboles évoquant d'anciens rituels, des cercles et des sigils suggérant des rencontres secrètes. Une odeur d'encens persistait sur les pierres froides. Dans une chambre souterraine, l'archéologue trouva un cercle gravé dans le sol, marqué de petites taches qui pouvaient être du sang séché ou de l'encre noire. L'atmosphère était empreinte d'une tension presque palpable, comme si chaque pierre voulait l'avertir, mais restait muette. L'antagoniste n'était pas une personne, mais le château lui-même, avec son histoire de manipulation et ses rituels obscurs. Cependant, la présence d'Héloïse, avec son attitude mystérieuse et ses informations partielles, ajoutait une autre dimension au danger. On ignorait si elle aiderait Henri à découvrir la vérité ou si elle protégerait la famille, quel qu'en soit le prix. Chacun de ces gestes semblait avoir des conséquences immédiates. Des portes qui se fermaient toutes seules, des bruits de pas qui résonnaient alors qu'il se croyait seul, des ombres qui se mouvaient presque consciemment.
Tandis qu'Henri enquêtait, des bribes de récits anciens lui revinrent en mémoire. Des lettres du XVIIIe siècle, des comptes rendus de disparition de jeunes paysans et de nobles fréquentant le château. Chaque fragment d'information ajoutait une tension palpable au présent, suggérant que les rituels étaient bien plus complexes que de simples superstitions. Le froid, la pluie battant les vitraux et le grincement des escaliers composaient une bande-son qui accompagnait ses pensées, comme si le château lui-même était vivant, le guidant vers une destination inconnue. La première nuit fut marquée par des rêves troublants. Henri se voyait dans une salle emplie d'ombre, peuplée de silhouettes encapuchonnées et de symboles dessinés sur le sol. Des voix murmuraient des mots en latin ancien, et il sentait qu'une force venue d'ailleurs l'observait. À son réveil, le danger était palpable. Le château ne lui permettait plus d'être un simple spectateur. Chaque pas, chaque geste, chaque décision semblait l'intégrer à l'histoire macabre qui allait se dévoiler. Henri comprit que son enquête ne serait pas purement académique, ce serait un voyage au cœur d'un secret séculaire, où chaque découverte pourrait se révéler aussi révélatrice que mortelle. La frontière entre le réel et l'invisible s'estompait et le suspense devenait insoutenable. Ce n'était que le début, et le château, avec ses murs silencieux et ses couloirs perfides, semblait lui sourire d'une promesse voilée. La vérité était enfouie, et il devrait la déterrer, quel qu'en soit le prix. Le château Saint-Laurent n'était pas un simple bâtiment. C'était un reliquaire de siècles de secrets et d'intrigues. Chaque couloir, chaque salle recelait des histoires silencieuses de pouvoir, de peur et de dévotion. L'air lourd mêlait le parfum du vieux bois, de la pierre humide et une note persistante d'encens. Henri comprit qu'il ne pouvait aller de l'avant sans comprendre le lieu et ses subtilités. Les portes verrouillées, les tableaux anciens, même les meubles recouverts de draps souillés contenaient des indices du passé. Héloïse Saint-Laurent était aussi énigmatique que le château dont elle avait hérité. Élevée au milieu des récits familiaux et des traditions ancestrales, elle avait appris dès son plus jeune âge à arpenter les couloirs en silence, à parler peu et à observer beaucoup. Son regard sombre reflétait non seulement une grande intelligence, mais aussi une profonde méfiance. Henri, en revanche, vivait dans un monde rationnel, persuadé que tout pouvait s'expliquer par les archives, les dates et les faits. Cette différence entre eux engendrait une tension constante. L'instinct d'Héloïse contre la logique d'Henri, le savoir intuitif de la descendante contre la curiosité méthodique de l'historien. Parmi les personnages secondaires, le concierge Jacques et la bibliothécaire Anne-Marie se distinguaient. Jacques, un homme âgé, connaissait chaque porte secrète, chaque trappe, mais il gardait jalousement ces informations comme si chaque secret pouvait maudire quiconque oserait le révéler. Anne-Marie, quant à elle, était chargée de cataloguer les vieux livres et documents, mais ses recherches personnelles révélaient un intérêt particulier pour les rituels occultes de la famille. Tous deux apportaient des bribes de savoir, parfois contradictoires, qui enrichissaient l'enquête d'Henri. Le contexte historique de la France des XVIIIe et XIXe siècles était intrinsèquement lié à l'histoire du château. Durant les guerres et les révolutions, la famille Saint-Laurent a préservé ses traditions, dissimulant archives et objets dans des compartiments secrets. Henri y a découvert des lettres scellées, des journaux intimes, écrits à l'encre délavée, des documents relatant des réunions clandestines et des rituels mêlant symbolisme religieux et pratiques mystiques. Chaque découverte renforçait le sentiment que la vérité était non seulement cachée, mais enfouie sous des couches de secret et de peur. La forêt qui entourait le château jouait également un rôle important. Marcher parmi ces arbres centenaires, dont les racines semblaient s'entrelacer, donnait l'impression que le temps s'y écoulait différemment. Les sons étaient déformés, les pas paraissaient démultipliés et les ombres s'allongeaient d'une manière presque surnaturelle. Henri apprit à décrypter son environnement, sachant que chaque détail pouvait être un indice ou un piège. Au fil de ses explorations, Henri commença à percevoir des nuances dans la personnalité d'Héloïse. Malgré son apparence froide, elle laissait transparaître des moments de vulnérabilité, notamment lorsqu'elle évoquait des ancêtres disparus sans explication.
On sentait en elle une culpabilité silencieuse, un besoin de protéger des secrets qui n'étaient pas entièrement les siens, mais qui faisaient partie de l'histoire familiale. Ces moments permirent à Henri et Héloïse de tisser une relation empreinte de tension, de curiosité et d'un respect empreint de prudence. Jacques et Anne-Marie ont ajouté des intrigues secondaires qui ont enrichi le récit. Jacques, avec sa peur superstitieuse des rituels anciens, a rappelé à Henri que certains secrets étaient protégés depuis des siècles et que les transgresser pouvait avoir de graves conséquences. Anne-Marie, fascinée par l'occultisme, a fourni des documents suggérant des pratiques dangereuses et des rencontres nocturnes impliquant des membres de la famille. Ces intrigues secondaires se sont entremêlées au conflit central, renforçant l'atmosphère de mystère et le sentiment de danger imminent. Le château, avec sa structure labyrinthique, fonctionnait presque comme un personnage à part entière, silencieux, observateur, imposant des défis et dissimulant des bribes d'informations que seul le courage et l'attention d'Henri pouvaient révéler. Chaque pièce, chaque couloir portait les échos du passé, et Henri devait déchiffrer des motifs, des symboles et des intentions cachées pour progresser. La tension montait, non seulement à cause des dangers historiques, mais aussi parce qu'il prenait conscience que quelqu'un à l'intérieur du château, ou peut-être une force transcendant la vie et la mort, ne voulait pas que la vérité éclate. Au terme de cette étude approfondie, Henri comprit que son enquête ne se limitait pas à recenser les faits. Il lui fallait déchiffrer les comportements, les intentions et les peurs, tant des vivants que de ceux qui avaient laissé des traces mystérieuses. Le passé et le présent s'entremêlaient, et chaque action au château résonnait de multiples significations, préparant le terrain pour le conflit qui allait menacer la vie et la santé mentale de tous. Henri avait déjà exploré une grande partie du château de Saint-Laurent, mais plus il découvrait de choses, plus le sentiment de danger s'intensifiait. Ces découvertes n'étaient pas de simples documents ou symboles, mais la preuve qu'un événement plus sombre s'y était produit. Un événement qui avait traversé les générations et qui pouvait encore influencer le présent. Un vieux journal intime, caché parmi des livres poussiéreux dans la bibliothèque d'Anne-Marie, décrivait en détail des réunions nocturnes de membres de la famille, des cérémonies où les participants portaient des robes noires et prononçaient des paroles qu'Henri ne comprenait pas entièrement. La tension montait à chaque pas, le grincement des portes résonnait dans le château, les ombres s'allongeaient dans les couloirs, et, par moments, des chuchotements indistincts semblaient longer les murs. Henri commençait à se sentir menacé, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Héloïse, tout en gardant son calme, laissait transparaître de subtils signes d'inquiétude. Des regards furtifs, des mains crispées sur les chambranles, et des murmures presque imperceptibles pour Jacques et Anne-Marie. La logique d'Henri se heurtait à l'instinct d'Héloïse. Il réclamait des explications rationnelles. Elle pressentait des dangers qui dépassaient l'entendement. En explorant une chambre souterraine secrète, Henri découvrit un mur orné de symboles qui semblaient correspondre aux constellations. Le cercle central, entouré d'inscriptions presque effacées, suggérait un rituel aux conséquences potentiellement mortelles pour les participants, voire pour les descendants de la famille. Anne-Marie, en découvrant la trouvaille d'Henri, l'avertit d'une voix tremblante. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Certains secrets pourraient être fatals s'ils étaient révélés. Cet avertissement n'apaisa pas la curiosité d'Henri. Au contraire, il attisa l'urgence de ses recherches. Le conflit n'opposait pas seulement le passé et le présent, mais aussi les personnages eux-mêmes. Héloïse devenait de plus en plus évasive, dissimulant des informations qui auraient pu aider Henri, et Jacques, de plus en plus nerveux, tentait de le dissuader de poursuivre ses explorations. Ces tensions transformaient le château en un véritable champ de mines émotionnelles. Henri devait faire confiance, tout en se méfiant de tous ceux qui l'entouraient. Chaque interaction ajoutait son lot de complexité, conversations interrompues, gestes suspects, et le sentiment grandissant que l'histoire du château pouvait receler des trahisons, des meurtres ou des pratiques secrètes bien plus vastes que ce que les archives révélaient. Entre-temps, de petits événements accentuaient le sentiment de menace.
Des objets se déplaçaient, des bougies s'éteignaient mystérieusement. Des portes qu'Henri était certain d'avoir verrouillées semblaient ouvertes. C'était comme si le château réagissait à ses actions, mettant à l'épreuve sa détermination ou l'avertissant de dangers invisibles. Henri sentait pour la première fois que l'enquête n'était pas seulement intellectuelle, sa propre sécurité était en jeu. L'historien commença également à déceler des schémas dans les symboles et inscriptions anciens. Une chronologie implicite se dégageait des documents, suggérant que des rituels spécifiques étaient accomplis à des dates clés et que certains membres de la famille occupaient des rôles bien définis. Ceci fit émerger un nouveau conflit. Reconstituer le déroulement des événements anciens pourrait l'aider à anticiper les agissements d'Héloïse ou d'autres personnes désireuses de protéger les secrets de famille. La logique et l'analyse devinrent des armes aussi essentielles que le courage face à l'inconnu. En s'enfonçant dans l'aile la plus ancienne du château, Henri découvrit une pièce fermée à clé dont Jacques n'avait jamais parlé. L'air y était lourd, imprégné d'odeurs de bougies brûlées et de vieilles peintures. Un registre soigneusement scellé l'attendait, prêt à révéler des secrets enfouis depuis des siècles. Henri sentit l'adrénaline le parcourir. Ouvrir ce livre serait une avancée cruciale, mais pourrait aussi entraîner des conséquences imprévisibles. Héloïse apparut dans le couloir, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. « Certaines choses ne peuvent être découvertes sans en payer le prix », dit-il d'une voix empreinte d'avertissement et de frustration. Les recherches commencèrent à influencer les relations entre les personnages. Anne-Marie se rapprocha d'Henri, lui confiant des informations qu'Héloïse refusait de révéler, tandis que Jacques les observait avec une anxiété croissante. Chaque choix d'Henri semblait modifier la dynamique du groupe. La révélation de certains documents pouvait engendrer la confiance ou la trahison selon les personnes exposées au secret. Le château, silencieux et vigilant, continuait de dicter le cours des événements, maintenant chacun dans une tension constante. Henri était également en proie à des conflits intérieurs. L'historien, d'ordinaire si rationnel, commença à remettre en question sa propre perception de la réalité. La frontière entre l'historique et le surnaturel s'estompa. Des objets qui se déplaçaient seuls, des ombres qui semblaient l'observer, et des coïncidences impossibles mirent à l'épreuve sa logique, le forçant à reconsidérer ce qu'il croyait impossible. Le conflit n'était donc pas seulement extérieur. Il était aussi psychologique, mettant à rude épreuve sa santé mentale et sa détermination. Au terme de cette période, Henri comprit que chaque pas vers la vérité comportait des risques croissants. Le château n'était pas un simple lieu de recherche, c'était une force agissante, une présence silencieuse qui imposait le respect. Au milieu de secrets ancestraux, de tensions personnelles et de signes inquiétants, le conflit s'intensifia, préparant le terrain à des intrigues secondaires plus complexes et à des rebondissements encore plus macabres. Tandis qu'Henri s'efforçait de déchiffrer les symboles et les documents du château Saint-Laurent, il comprit qu'il n'était pas seul dans sa quête de vérité. Chaque personnage secondaire portait en lui ses propres motivations, ses peurs et ses secrets, et ses strates supplémentaires tissaient un labyrinthe émotionnel aussi complexe que les couloirs ancestraux du château. Jacques, le gardien, avait consacré des décennies à la protection des lieux, convaincu que certains secrets étaient trop dangereux pour être dévoilés. Sa loyauté envers la famille Saint-Laurent était inébranlable, ce qui le mettait souvent en conflit direct avec Henri, déterminé à obtenir des réponses, quel qu'en soit le risque. Anne-Marie, la bibliothécaire, était fascinée par les rituels occultes qui imprégnaient l'histoire familiale. Elle partageait avec Henri des fragments de journaux intimes et de lettres, mais sa curiosité semblait relever d'un intérêt personnel, dépassant le cadre académique. À mesure qu'Henri avançait dans ses recherches, il commença à comprendre qu'Anne-Marie pouvait avoir ses propres motivations. Certains documents indiquaient qu'elle souhaitait comprendre des pratiques susceptibles de conférer pouvoir ou statut à ceux qui les maîtrisaient. La confiance qui s'établissait entre eux était fragile et chaque échange d'informations comportait un risque. Leur alliance devint précaire, tributaire d'interprétations et d'actions subtiles. Héloïse, quant à elle,
oscillait entre la protection d'Henri et celle des secrets de famille. Tantôt elle manifestait un désir sincère d'aider l'historien, tantôt elle révélait une détermination quasi obsessionnelle à étouffer certaines vérités. Henri comprit que ces esquives ne visaient pas seulement à dissimuler des failles personnelles, mais aussi à empêcher que d'anciens rituels et pratiques ne soient utilisés à des fins dangereuses. Cette ambiguïté engendrait une tension constante. Héloïse serait-elle une alliée ou une ennemie? La réponse semblait changer à chaque couloir parcouru, à chaque document découvert. Au fil des interactions entre les personnages, le château devint bien plus qu'un simple décor. Il se transforma en catalyseur des intrigues secondaires. Des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des couloirs menant à des pièces inattendues, des symboles apparaissant à des endroits stratégiques. Tout semblait orchestré pour éprouver la confiance et le courage de chacun. Henri commença à remarquer des schémas reliant des lieux précis du château à des événements passés. Des salles où se déroulaient des rituels, des fenêtres donnant sur la forêt, des passages secrets reliant différentes ailes. Chaque découverte intensifiait non seulement le mystère, mais aussi la complexité émotionnelle des relations entre les personnages. Une intrigue secondaire importante se dessina avec la découverte d'un compartiment secret contenant des effets personnels de membres de la famille disparus, de petits reliquaires, des lettres déchirées, et un registre au nom barré laissait présager des tragédies et peut-être des crimes passés. Henri, Anne-Marie et Héloïse passèrent des heures à tenter de reconstituer ces histoires, chacun interprétant les signes différemment. Pour Henri, il s'agissait d'indices historiques, pour Anne-Marie, de fragments de pouvoir et de savoir, pour Héloïse, de douloureux souvenirs qu'il valait mieux oublier. Cette divergence de point de vue exacerba le conflit et instaura une tension constante qui imprégnait chaque chapitre, jour et nuit, au château. L'atmosphère oppressante du lieu alimentait les tensions. Des orages soudains s'abattaient sur les hautes fenêtres, des ombres dansaient dans les couloirs et le grincement des escaliers semblait imiter des pas invisibles. Henri commença à comprendre que chaque événement extérieur amplifiait la tension interne entre les personnages. De petits soupçons se muaient en confrontations silencieuses. Des regards chargés de doute transformaient des conversations en apparence anodines, en jeux de pouvoir et de manipulation. Le château, avec son histoire de rituels et de disparitions, imposait ses propres règles, et chacun devait s'y adapter sous peine d'en subir des conséquences imprévisibles. Parallèlement, Henri commença à percevoir la convergence de plusieurs intrigues secondaires vers le conflit central. L'obsession d'Anne-Marie pour l'occultisme pouvait la conduire à des actes risqués. La réticence d'Héloïse à révéler certains documents retardait l'enquête. Jacques, malgré sa loyauté, pouvait involontairement saboter ou ralentir les progrès. Ces éléments tissaient un réseau de dépendance et de choix moraux qui rendaient le récit imprévisible, maintenant le lecteur en haleine grâce à une tension croissante. L'introduction de la pression temporelle accentua la complexité. Certains rituels du passé semblaient coïncider avec des dates actuelles, suggérant que des événements planifiés il y a des siècles pouvaient se répéter s'ils n'étaient pas interrompus. Henri et Héloïse se mirent à travailler ensemble en urgence, conciliant méfiance et nécessité de coopération. Chaque geste était lourd de conséquences, et le sentiment que le château les observait ne faisait qu'accroître leur angoisse. À la fin de cette étape, l'histoire atteignait un point de densité émotionnelle et narrative. Des intrigues secondaires s'entremêlaient au conflit central. La tension augmentait. Les soupçons, les secrets et les pressions externes et internes convergeaient tous pour préparer le tournant qui promettait de révéler des vérités inattendues et de transformer irréversiblement les protagonistes. L'orage de cette nuit-là semblait plus violent que tous ceux qu'Henri avait jamais vus au château. Le vent hurlait entre les tours et la pluie fouettait les hauts vitraux, projetant des ombres qui se tordaient comme des spectres. Henri avait passé des heures à examiner le plus vieux journal de la bibliothèque lorsqu'un détail attira son attention.
une lettre adressée à un ancêtre d'Héloïse, décrivant un rituel qui ne devait être accompli qu'une fois par siècle et qui pouvait dévoiler la vérité enfouie et réveiller ceux qui ne sont jamais partis. La révélation bouleversa Henri. Il ne s'agissait pas seulement de secrets de famille ou d'anciennes pratiques occultes. Le journal laissait entendre que le château était lié à des forces qui dépassaient l'entendement humain. Il partagea sa découverte avec Anne-Marie, qui pâlit, les doigts tremblants sur les pages. « Cela ne devrait pas exister hors de ces murs, » murmura-t-elle, presque suppliante. Henri, quant à lui, éprouvait un mélange de fascination et d'effroi. La vérité était enfin à portée de main, mais il y avait un prix à payer pour la mettre au jour. Héloïse, comprenant qu'Henri avait trouvé le journal intime, fut prise d'une tension qu'il ne lui avait jamais vue. Ses yeux sombres, d'ordinaire impassibles, trahissaient une peur authentique. « Tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. « Si cela est révélé, ce ne sera pas seulement notre histoire qui changera. Il y a des gens et des forces qui attendent encore le moment propice. » Elle semblait tiraillée entre l'envie d'arrêter Henri et celle de l'aider, créant une tension palpable qui rendait l'atmosphère du château plus pesante. À cet instant, un bruit métallique résonna dans le couloir. Jacques apparut, tenant une clé ancienne dont on avait oublié l'existence. Il expliqua que ce couloir menait à un compartiment scellé depuis longtemps, connu seulement par des récits de vieilles lettres. Henri, Anne-Marie et Héloïse s'avancèrent ensemble, chacun animé par des motivations et des craintes différentes. Le compartiment abritait une chambre secrète dont les murs étaient gravés d'inscriptions, des symboles qui pulsaient sous la faible lueur des lanternes. Au centre, un cercle soigneusement tracé et des restes de bougies consumées suggéraient que le rituel décrit dans le journal avait été initié, puis brutalement interrompu des siècles auparavant. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Henri comprit que le journal n'était pas qu'un simple guide historique. Il révélait la présence d'un message codé, dissimulé dans les murs de la chambre, susceptible de démasquer un traître au sein de la famille Saint-Laurent. La lecture de ce message exigeait courage, précision et la coopération de tous. Anne-Marie, fascinée par le pouvoir du rituel, encourageait Henri à persévérer, tandis qu'Héloïse le mettait en garde contre toute action précipitée. Jacques, inquiet, les observait, partagé entre la protection et le respect de la tradition. Quand Henri parvint enfin à déchiffrer la première partie du message, un événement inattendu se produisit. Le sol de la pièce trembla légèrement et un courant d'air froid parcourut le couloir, éteignant quelques bougies. Un instant, la réalité sembla vaciller. Les ombres dans les coins de la pièce parurent s'animer. Henri comprit qu'ils ne se contentaient pas de dévoiler des secrets, mais qu'ils activaient des forces restées en sommeil pendant des siècles. L'atmosphère devint presque palpable, chargée de tensions et de menaces, comme si le château lui-même réagissait à cette révélation. Le premier grand rebondissement survint avec la découverte de l'identité du traître. Il ne s'agissait pas d'un ancêtre lointain, mais d'une personne du présent, directement liée à Héloïse. La révélation bouleversa l'assemblée. Héloïse recula effrayée, et Henri fut frappé par la stupeur de comprendre que l'histoire familiale ne se résumait pas à d'anciens rituels et des disparitions, mais à des trahisons, des manipulations et des intérêts cachés s'étendant sur plusieurs générations. Anne-Marie demeura silencieuse, absorbant l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Jacques, quant à lui, semblait hésiter entre intervenir et fuir, conscient que la vérité pouvait compromettre à jamais la sécurité de tous. À mesure qu'Henri recoupait les informations, de nouveaux indices apparaissaient. Des objets disparus réapparaissaient dans des endroits inattendus. Des inscriptions dissimulées dans les couloirs s'alignaient de façon à sembler fournir des instructions supplémentaires, et des ombres dans les coins semblaient suivre chacun de ces mouvements. La conjugaison des découvertes et l'urgence de la situation accentuaient le sentiment d'urgence. Il n'était plus question de reporter les décisions, car chaque action ou inaction pouvait avoir des conséquences irréversibles. Au moment décisif,
Henri comprit que le château était plus vivant que jamais, tel un personnage à part entière, réagissant à ses actes et aux réactions de chacun. Ce qui n'était au départ qu'une enquête historique s'était mué en un jeu dangereux, où la vérité enfouie depuis des siècles n'était plus seulement un savoir, mais un pouvoir capable de bouleverser les destins. Les alliances furent mises à l'épreuve, la confiance fut trahie, et chacun dut faire des choix qui pouvaient lui coûter la vie ou révéler des secrets qui changeraient à jamais sa vision de l'histoire familiale. Finalement, Henri se trouva confronté au choix le plus difficile de sa vie, révéler toute la vérité au risque d'en subir des conséquences imprévisibles, ou préserver le secret, assurant sa sécurité immédiate mais laissant le mystère intact. Ce tournant transforma l'enquête en une course contre la montre, où passé, présent et forces occultes s'entremêlèrent, préparant le terrain pour les conséquences à venir. Après la révélation du tournant décisif, le château semblait respirer différemment. L'air était plus lourd, imprégné d'un silence qui se muait parfois en murmures presque imperceptibles. Henri, encore sous le choc de la découverte, sentait le poids des responsabilités peser sur ses épaules. La vérité qui avait émergé concernant la trahison au sein de la famille Saint-Laurent n'était pas seulement un choc historique, c'était une force vive qui transformait les relations et les comportements de chacun au château. Héloïse se réfugia dans un coin du hall, les yeux rivés au sol. La confirmation qu'une personne proche d'elle avait trahi la confiance familiale la plongea dans un état d'alerte extrême. Chaque ombre qui se déplaçait dans le couloir semblait désormais porter une menace personnelle. L'atmosphère pesante reflétait non seulement le mystère exhumé, mais aussi la crainte que des secrets encore plus sombres ne soient révélés. La descendante du château ressentit pour la première fois viscéralement le poids de l'héritage familial. Ce n'était pas seulement de l'histoire, mais la vie et la mort intimement liées dans chaque geste. Henri, avec Anne-Marie, entreprit d'analyser les découvertes. Objets déplacés, inscriptions révélées et schémas d'anciens rituels dessinaient un tableau complexe. La trahison n'était pas un cas isolé, mais s'inscrivait dans un réseau d'intentions s'étendant sur plusieurs générations. Anne-Marie, fascinée et effrayée à la fois, comprit que son intérêt pour les rituels pouvait la mettre en danger. Elle sentait que le château exigeait des décisions irrationnelles et que chaque faux pas pouvait avoir des conséquences irréversibles. Jacques, le gardien, était celui qui manifestait le plus clairement sa tension. Sa loyauté envers la famille se heurtait désormais à son instinct de protéger les intrus. Il savait que cette révélation pouvait déclencher des événements dangereux. Le château, après des siècles de silence, semblait réagir aux actions humaines. Des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes, des rafales de vent qui agitaient les voiles et des ombres qui s'allongeaient rappelaient à tous que le lieu n'était pas un simple décor passif, mais un acteur à part entière de l'histoire. Jacques se trouvait tiraillé entre l'impératif d'intervenir pour maintenir la sécurité et celui de laisser Henri poursuivre son enquête, conscient que toute décision pouvait avoir des conséquences imprévisibles. La première conséquence tangible de cette découverte fut le changement de comportement d'Héloïse. Auparavant ferme et maîtrisée, elle oscillait désormais entre des moments de fragilité et des actions décisives. Henri comprit que leur relation se complexifiait, confiance et méfiance coexistaient, chaque geste étant lourd de sens. Les échanges, jadis formels et prudents, étaient maintenant empreints d'une tension émotionnelle intense, obligeant Henri à décrypter des signaux subtils au fil de son enquête. Le château, comme toujours, continuait de jouer son rôle. De nouveaux signes commencèrent à apparaître. Des marques sur les murs, jusque-là inaperçues, devinrent des indices clairs. Des symboles cachés révélèrent des schémas qu'Henri et Anne-Marie durent déchiffrer au plus vite. Chaque découverte entraînait des conséquences. De nouvelles questions surgissaient, de nouvelles tensions se manifestaient, et le mystère semblait s'épaissir à chaque pas. L'urgence se faisait de plus en plus pressante, car passé et présent se rejoignaient sur une fine ligne, et le moindre faux pas risquait de sceller leur destin à jamais. Une conséquence émotionnelle notable fut la paranoïa croissante parmi les personnages.
Henri commença à remettre en question non seulement les secrets du château, mais aussi les intentions de tous ceux qui l'entouraient. Anne-Marie manifestait à la fois fascination et crainte, sa curiosité la poussant à des actions potentiellement risquées. Héloïse, accablée par son héritage et les dangers nouvellement découverts, laissa transparaître une vulnérabilité qui contrastait avec son attitude de contrôle absolu habituelle. Jacques, malgré son expérience, était incapable de prévoir comment les forces agissantes du château réagiraient à cette série de découvertes. De plus, ce tournant révéla le rythme latent des intrigues secondaires. Les secrets d'Anne-Marie et d'Héloïse commencèrent à s'entremêler au conflit central, démontrant que les choix individuels avaient des répercussions directes sur la sécurité et la dynamique du groupe. Henri comprit que l'enquête ne pouvait plus se limiter à une étude théorique. C'était une lutte silencieuse contre le temps, contre des forces inconnues et contre la nature humaine elle-même. Quelques heures après la révélation, Henri, Héloïse, Anne-Marie et Jacques comprirent que plus rien ne serait comme avant. La vérité mise au jour bouleversa non seulement leur compréhension de l'histoire du château, mais aussi les liens, les peurs et les décisions de chacun. Les conséquences immédiates de ce tournant façonnèrent la suite du récit. De nouveaux défis allaient surgir, des décisions difficiles devraient être prises, et le château continuerait de poser ses énigmes, mettant à l'épreuve le courage, l'intelligence et la loyauté de tous. L'aube n'apporta guère de paix au château Saint-Laurent. L'orage était passé, mais l'air restait lourd, comme si les murs et les couloirs respiraient les souvenirs ancestraux de la peur et de la trahison. Henri, après des nuits de recherches intenses, comprit que son voyage n'était plus seulement théorique. Il lui fallait s'adapter à cet environnement et aux forces que le château semblait exercer sur tous ceux qui s'y trouvaient. Chaque pas, chaque décision avait désormais des conséquences tangibles, et l'historien réalisa que la survie dépendait autant de l'intelligence que du courage. Le premier signe de sa progression se manifesta par le courage. Henri affronta ce qui l'aurait paralysé auparavant, le plus ancien couloir souterrain du château, scellé depuis des siècles, renfermant des documents cruciaux sur des rituels occultes. L'entrée exhalait une odeur de moisi mêlée à de cire brûlée, et des ombres dansaient sur les murs, telles des réminiscences saisissantes d'événements passés. Guidé par sa détermination, Henri s'avança seul, s'orientant à l'aide de lanternes et de vieilles cartes. Ce moment symbolisait bien plus qu'un simple acte de bravoure. Il représentait sa décision d'affronter la peur de l'inconnu, une étape essentielle de sa transformation. Héloïse, quant à elle, commença à surmonter sa réticence à partager des secrets essentiels. La tension des dernières révélations la força à affronter non seulement les dangers extérieurs, mais aussi ses propres limites. Elle commença à collaborer plus ouvertement avec Henri et Anne-Marie, leur fournissant des informations qu'elle avait auparavant tues par peur ou par culpabilité. La descendante de la famille Saint-Laurent démontra que la progression n'est pas toujours linéaire. Ses actions témoignaient d'hésitation, mais aussi d'une détermination croissante. Henri comprit que la confiance entre eux était fragile, mais bâtissable, à condition que les paroles soient suivies d'actes cohérents. Anne-Marie connut elle aussi une transformation notable. Auparavant obsédée par l'occultisme, elle apprit à concilier curiosité et prudence. Ce tournant l'obligea à comprendre que sa fascination pour les rituels ne suffisait pas à garantir sa sécurité. Elle commença à agir avec plus de réflexion, utilisant ses connaissances pour anticiper les situations et protéger non seulement elle-même, mais aussi Henri et Héloïse. L'évolution d'Anne-Marie renforça l'idée que chaque personnage devait surmonter ses propres limites pour survivre au château et aux forces qui s'y manifestaient. Jacques, le gardien, trouva un rôle inattendu au sein du groupe. Son expérience et sa connaissance du château, jusque-là passive, devinrent essentielles pour repérer les pièges et les passages secrets. Sa confiance en ses capacités grandit à mesure qu'il observait les réactions d'Henri et d'Héloïse face aux découvertes et aux dangers, réalisant que la sagesse ancestrale était non seulement utile, mais indispensable. Sa capacité à surmonter les difficultés se manifesta par le courage de prendre des décisions cruciales, protégeant ainsi le groupe sans céder à la peur qui le dominait auparavant. Le château,
comme toujours, continuait de mettre les protagonistes à l'épreuve. De nouveaux obstacles surgissaient, des pièces qui semblaient se métamorphoser, des symboles qui se réorganisaient d'eux-mêmes et des signes que le rituel interrompu des siècles auparavant était sur le point d'être achevé par des forces inconnues. Henri, Héloïse et Anne-Marie devaient non seulement déchiffrer d'anciens messages, mais aussi agir vite et avec précision pour éviter des conséquences catastrophiques. Chaque décision renforçait les compétences individuelles. Henri affûtait son esprit d'analyse sous pression, Héloïse développait son courage émotionnel, Anne-Marie trouvait l'équilibre entre curiosité et prudence, et Jacques consolidait son leadership et son sens de la décision. L'évolution se reflétait également dans leurs relations. La tension initiale laissa place à une collaboration certes tendue, mais fonctionnelle. Henri apprit à interpréter les signaux subtils d'Héloïse, tandis qu'elle s'appuyait en partie sur son analyse rationnelle. Anne-Marie commença à faire le lien entre eux, intégrant les informations et suggérant des stratégies. Jacques devint une présence stabilisatrice, prêt à intervenir au besoin. Cette interdépendance montrait que la croissance individuelle était intimement liée à la croissance collective, une leçon fondamentale pour affronter les défis du château et le rituel qui y planait. Un tournant décisif survint lorsqu'Henri découvrit qu'une partie de l'ancien rituel pouvait être perturbée en déplaçant certains symboles dans la chambre centrale. Cela exigeait une action rapide, des connaissances approfondies et une coordination sans faille entre tous. Henri prit les rênes, Héloïse ajusta des détails cruciaux qu'elle seule connaissait, Anne-Marie effectua des observations précises des motifs, et Jacques manipula des mécanismes dissimulés dans le sol du château. Le succès de l'opération symbolisa le dépassement des peurs individuelles et la capacité à collaborer sous une pression extrême. À la fin de cette phase, le groupe n'était plus un simple ensemble d'individus, mais une équipe forgée par les épreuves du château et les secrets qu'ils avaient mis au jour. Henri, historien rationnel au départ, était devenu capable d'affronter des forces qui défient la logique. Héloïse, gardienne hésitante, s'était muée en leader active. Anne-Marie avait appris à concilier curiosité et prudence. Jacques avait acquis confiance en ses capacités et son expérience. L'évolution de chaque personnage préparait le terrain pour le dénouement, où leurs décisions et leurs transformations seraient mises à rude épreuve, les confrontant non seulement aux mystères du passé, mais aussi aux conséquences inévitables de leurs actes. Le château Saint-Laurent semblait plus vivant que jamais. Les murs, silencieux depuis des siècles, vibraient désormais d'une énergie évoquant les murmures d'anciens rituels interrompus. Chaque couloir, chaque porte secrète semblait se préparer à l'instant fatidique, le point culminant de l'enquête d'Henri, où passé et présent allaient inévitablement se rencontrer. L'historien savait qu'il n'avait plus le temps d'hésiter. Chaque décision serait cruciale et pourrait déterminer non seulement la révélation finale, mais aussi la sécurité de tous les occupants du château. Héloïse, Anne-Marie et Jacques rencontrèrent Henri dans la salle centrale, devenu un véritable foyer de tension. Il ne restait plus qu'une étape, aligner les symboles, déchiffrer les dernières instructions et empêcher l'achèvement de l'ancien rituel. Les intrigues secondaires convergeaient à ce moment précis. La réticence d'Héloïse à révéler certains secrets, la curiosité risquée d'Anne-Marie et la prudence protectrice de Jacques devaient être soigneusement équilibrées. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. Tandis qu'ils travaillaient, des ombres semblaient se mouvoir sur les murs, comme si le château lui-même observait chacun de leurs gestes. L'environnement réagissait à leurs efforts. Des portes se fermaient d'elles-mêmes, des chaînes grinçaient et un vent glacial balayait les couloirs intérieurs, éteignant quelques lanternes. Henri comprit que ce n'était pas seulement la pression émotionnelle qui augmentait, mais aussi les réactions du château, comme s'il mettait à l'épreuve le courage, l'intelligence et la cohésion du groupe avant l'affrontement final. Anne-Marie, d'ordinaire impatiente et curieuse, affichait désormais une concentration absolue. Chaque symbole déchiffré était minutieusement vérifié.
chaque entrée du vieux journal relue avec une précision chirurgicale. Henri comprit que son développement personnel était désormais au service d'un but commun, survivre à l'inconnu et empêcher que les anciens secrets ne soient utilisés à des fins catastrophiques. Héloïse, quant à elle, alliait savoir ancestral et détermination nouvelle, guidant Henri et Anne-Marie à travers des pièges dissimulés et des passages secrets qu'elle seule connaissait. Jacques devint le gardien silencieux, attentif aux moindres changements et prêt à intervenir si le groupe était menacé. Son expérience du château, jusque-là sous-estimée, se révéla cruciale. Il comprit que, malgré toutes les découvertes, le château recelait encore des mécanismes et des dangers susceptibles de bouleverser le cours des événements. Sa vigilance constante renforça la sécurité, permettant à Henri et aux autres de se concentrer sur les tâches essentielles du décryptage et de la préparation du rituel. Tandis qu'ils assemblaient les symboles et déchiffraient les inscriptions, Henri commença à percevoir dans le château des motifs qui lui étaient passés inaperçus jusque-là. Chaque pièce, chaque couloir, semblait avoir été conçu non seulement comme une structure physique, mais aussi comme un mécanisme de protection et d'épreuve. Le tournant précédent avait propulsé les personnages sur un terrain d'une complexité croissante, et désormais, chaque action semblait résonner des échos du passé. Le château réagissait, était mis à l'épreuve, soumis à des pressions. Cette prise de conscience intensifia la tension, préparant le lecteur au dénouement imminent. Le récit s'accélérait à chaque minute. De petites découvertes menaient à des décisions cruciales. Aligner un symbole ouvrait un passage secret, déchiffrer une inscription révélait des informations capitales, et même le simple mouvement d'une bougie pouvait indiquer un danger ou une opportunité. Henri avait le sentiment d'être confronté à des forces qui transcendaient l'humain, et que la moindre erreur pouvait sceller des destins à jamais. Les intrigues secondaires trouvèrent un dénouement partiel, préparant le terrain pour l'affrontement final. Anne-Marie accepta de maîtriser sa curiosité, Héloïse prit conscience de l'importance du partage d'informations, et Jacques comprit que protéger ne signifiait pas entraver la progression du groupe, mais la guider avec prudence. Ces dénouements jetèrent les bases d'un dénouement solide. Tous les personnages étaient prêts, individuellement et collectivement, à affronter le cours final des événements. À mesure que l'heure de l'affrontement approchait, le château paraissait toujours plus sombre et menaçant. L'atmosphère, les énigmes et les forces occultes conspiraient pour créer une tension extrême. Henri, Héloïse, Anne-Marie et Jacques savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le dénouement exigerait courage, intelligence, unité et le dépassement de peurs profondément ancrées. Chaque détail, chaque geste, chaque décision serait mise à l'épreuve, préparant le terrain pour un moment d'action intense et de révélation où passé, présent et forces occultes s'entrechoqueraient irrévocablement. Le silence du château de Saint-Laurent fut déchiré par un grondement qui résonna dans les couloirs ancestraux, annonçant le moment tant attendu et redouté. Henri, Héloïse, Anne-Marie et Jacques se réunirent dans la salle centrale, où d'anciens symboles et inscriptions formaient un cercle presque parfait, vibrant d'une énergie quasi surnaturelle. L'air était lourd, chargé d'une électricité qui faisait vaciller les lanternes. Chacun savait qu'il n'y avait plus droit à l'erreur. La vérité allait éclater, et les secrets enfouis depuis des siècles allaient être dévoilés au grand jour. Henri fut le premier à agir. Il disposa les symboles selon les schémas déchiffrés dans les vieux journaux intimes, chaque mouvement méticuleusement calculé. Le sol trembla légèrement et des ombres dansèrent sur les murs, telles des figures d'un autre temps. Anne-Marie l'assistait, ajustant chaque détail tout en murmurant des instructions tirées du journal. Héloïse, au centre du cercle, supervisait, sa présence ferme mais chargée de tension, veillant à ce que rien ne soit déplacé de travers. Jacques restait vigilant à l'entrée, prêt à intervenir au moindre danger. Soudain, un vent glacial balaya la pièce, éteignant quelques lanternes et plongeant le groupe dans le crépuscule.
Les ombres sur les murs semblèrent-ils s'animer, prenant des formes humaines qui observaient chacun de leurs gestes d'un œil invisible. Un frisson parcourut l'échine d'Henri. Le château n'était pas un simple décor. Il était un participant actif, réagissant à leurs actions, mettant à l'épreuve leur courage et leur détermination. L'enjeu n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, et la pression sur chaque personnage était immense. C'est alors que survint le premier tournant majeur. Une des inscriptions anciennes révéla un message caché. L'identité d'un traître ne se limitait pas au passé, mais se cachait parmi eux. Henri comprit que ce n'était pas seulement l'histoire de la famille Saint-Laurent qui était en jeu, la sécurité et la loyauté même du groupe étaient menacées. Anne-Marie, les yeux écarquillés, recula légèrement, tandis qu'Héloïse reprenait à peine ses esprits, les poings serrés en prévision de l'inévitable confrontation. Jacques plissa les yeux, cherchant à déchiffrer les signes qui trahiraient les véritables intentions de chacun. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une silhouette émergea des ténèbres, une présence inattendue, celle d'un être ayant manipulé le passé et cherchant à achever le rituel interrompu des siècles auparavant. Le choc fut immédiat. Henri devait réagir promptement, en conciliant raison et action. Il repositionna les symboles clés, interrompant partiellement le rituel, tandis qu'Anne-Marie et Héloïse se portaient à la protection des points vulnérables de la chambre. Jacques intervint physiquement pour repousser la menace, donnant ainsi au groupe le temps nécessaire pour mener à bien ses actions. L'affrontement n'était pas seulement physique, mais une véritable bataille d'intelligence, de perception et de courage. Le château semblait se plier sous leurs pieds. Ses couloirs et ses murs, résonnant du crépitement des bougies, du cliquetis des chaînes et du bruit de pas invisibles. Chaque décision d'Henri était cruciale. Un symbole mal placé, un léger retard, et tout pouvait basculer. Il comprenait que le dénouement exigeait non seulement du courage, mais aussi une parfaite harmonie entre tous les protagonistes. Finalement, Henri acheva la dernière séquence de symboles et la caméra explosa dans une vague d'énergie non violente mais d'une intensité palpable. Les ombres se dissipèrent, les inscriptions brillèrent une dernière fois et un silence recueilli enveloppa le château. L'ancien rituel fut interrompu, les secrets les plus dangereux furent maîtrisés et la trahison découverte fut enfin révélée et affrontée. La transformation de chaque personnage était manifeste. Henri, jadis rationnel et prudent, fit preuve de courage et de leadership. Héloïse, hésitante et craintive, devint déterminée. Anne-Marie, curieuse et impulsive, apprit la prudence. Jacques, réticent et prudent, se révéla protecteur et efficace. Le dénouement fut marqué par un ultime rebondissement. Des documents secrets refirent surface dans des lieux inattendus, révélant des liens historiques qui bouleversèrent notre compréhension des événements passés. Henri comprit que la vérité avait été partiellement dévoilée, mais que le château recelait encore des secrets à explorer. Leur victoire n'était pas totale, mais elle avait suffi à garantir une sécurité immédiate et à percer les secrets qui menaçaient le plus la famille Saint-Laurent. Au point culminant, le château retomba dans le silence, comme pour approuver le courage et la sagesse du groupe. Chaque personnage éprouva un sentiment d'accomplissement et une transformation profonde, conscient que cette expérience l'avait changé à jamais, non seulement en tant qu'enquêteur, mais aussi en tant qu'individu capable d'affronter le passé, l'inconnu et ses propres limites. Le château Saint-Laurent semblait enfin reposer en paix après des siècles de secrets et de mystères. Les couloirs silencieux et les pièces obscures dégageaient désormais une étrange sérénité, comme si le château lui-même reconnaissait la fin du cycle des révélations et des confrontations. Henri, observant la salle centrale, ressentit un mélange de soulagement et de respect. Il n'avait pas seulement mis au jour d'anciens rituels et des secrets de famille, mais avait aussi été témoin de la transformation de tous ceux qui l'entouraient. Héloïse, de son côté, respirait plus librement. La tension qui l'habitait depuis l'enfance, héritière d'un sombre passé, commençait à s'apaiser. Elle avait affronté les peurs ancestrales, mis au jour les trahisons familiales, et appris à faire confiance aux autres avec discernement.
Son attitude avait changé. D'une gardienne hésitante, elle était devenue une figure assurée, maîtresse de son destin, capable de protéger le château et sa famille sans être rongée par la peur ou la culpabilité. Anne-Marie observait en silence, songeant à sa propre évolution. Son obsession pour la curiosité avait fait place à la prudence et à la précision. Chaque action entreprise lors du dénouement lui avait démontré que le savoir sans prudence pouvait être dangereux, mais que le savoir allié à la collaboration pouvait changer le cours des événements. Elle comprenait désormais son rôle au sein du groupe et du château. Non plus seulement une érudite curieuse, mais une actrice de la préservation de l'histoire et de la sécurité de tous. Jacques, le gardien, éprouva un profond sentiment d'accomplissement. Son expérience du château, jusque-là sous-estimée par tous, s'avéra cruciale pour le succès des opérations et la survie du groupe. Il apprit que protéger le château impliquait non seulement d'empêcher les intrus d'y pénétrer, mais aussi de guider ceux qui cherchaient à la vérité, même lorsque celle-ci pouvait s'avérer dangereuse. Sa vigilance, sa patience et son courage contribuèrent à transformer la tension du moment critique en sécurité et en sérénité. Henri, après mûre réflexion, comprit que le véritable triomphe ne résidait pas seulement dans la découverte de secrets ou l'achèvement de l'enquête. Il résidait dans la croissance collective, dans le dépassement des peurs individuelles et dans la capacité d'affronter l'inconnu avec courage et intelligence. Il comprit que chaque obstacle, chaque ombre et chaque symbole ancien était une épreuve, et que l'unité et la confiance entre les personnages avaient été essentielles à la victoire. Les archives furent soigneusement classées, les symboles dangereux neutralisés et l'histoire de la famille Saint-Laurent enfin révélée. Le château, toujours nimbé de mystère, semblait désormais un havre de paix, où passé et présent pouvaient coexister. Le récit atteignit un point d'équilibre. Les conséquences des actes furent ressenties, les conflits résolus et les personnages transformés. Dans le silence qui suivit, Henri, Héloïse, Anne-Marie et Jacques observèrent la pièce, chacun porteur d'une compréhension différente, mais néanmoins unifiée, de l'épreuve qu'ils avaient traversée. Le château demeurait imposant, mais le poids des secrets s'était allégé. Chacun savait que même si l'histoire recelait encore des zones d'ombre, ils avaient survécu, appris et mûri, prêts à affronter l'avenir, ensemble ou séparément. Le voyage qui a commencé par la curiosité et l'investigation s'est terminé par la compréhension, le courage et la transformation. Une conclusion qui, tout en étant définitive, a laissé place à de nouvelles histoires qui pourraient émerger du passé et du présent du château de Saint-Laurent. Des mois plus tard, le château Saint-Laurent semblait paisible, mais ses murs conservaient encore les échos du passé. Henri publia ses découvertes, transformant rituels et secrets en histoires écrites. Héloïse prit la direction du château, conciliant tradition et sécurité. Anne-Marie poursuivit ses études, désormais empreinte de prudence et de respect pour le pouvoir qu'elle avait découvert. Jacques demeurait vigilant, gardien silencieux des couloirs et des passages. La nuit, lorsque la lune éclairait les vitraux, des ombres semblaient se mouvoir entre les couloirs, rappelant que, même si le danger immédiat était passé, le château recelait encore des secrets qui ne seraient peut-être jamais pleinement dévoilés. Si les secrets et les mystères du château Saint-Laurent vous fascinent, partagez cette histoire avec vos proches et découvrez ensemble les énigmes qui traversent les générations. Laissez vos théories en commentaire sur les rituels cachés, l'identité du traître et ce qui se dissimule encore dans l'ombre du château. Abonnez-vous pour suivre de nouvelles histoires macabres et vraies, et ne manquez aucun rebondissement inattendu qui nous rappelle que le passé n'est jamais complètement enfoui. Aventurez-vous, réfléchissez et plongez dans le mystère. Votre curiosité est la clé pour percer chaque